Je vais donc vous proposer un petit voyage au cœur de la pensée et des émotions sur le thème « Qu'est-ce qui fait que nous sommes compétents ?» Aude parlait tout à l'heure, il y a un moment, des compétences transversales. Vous savez que les compétences transversales à l'école, depuis des années et des années, c'est un peu, je ne sais pas s'il faut dire le monstre du Loch Ness ou l'hydre de Lerne. On sait que c'est important, mais on ne sait pas très bien ce qu'on peut en faire, et surtout, on ne sait pas très bien comment les évaluer. Vous allez voir que cette recherche apporte un certain nombre de réponses, et je peux d'emblée vous dire, aujourd'hui, on peut évaluer de manière scientifique les compétences transversales. On peut évaluer de manière scientifique si quelqu'un est autonome, si quelqu'un est créatif, si quelqu'un est responsable, etc. Qu'est-ce qui nous a permis d'en venir là? Eh bien, c'est une recherche fondamentale que nous avons menée, mon équipe et moi-même, depuis 6 ans. C'est une recherche internationale, mais dont le cœur se trouve en Europe, et en Belgique francophone en particulier. Mais figurez-vous que l'impulsion de cette recherche, elle nous vient de nos amis chinois. Il y a 10 ans, en décembre 2007, j'ai été invité par les autorités éducatives chinoises pour présenter mes travaux à un séminaire de 3 jours avec un large panel des responsables éducatifs de toutes les provinces chinoises pour présenter notamment les travaux sur les situations d'intégration et l'évaluation des compétences à travers des situations d'intégration, qui est, pour ceux qui connaissent un tout petit peu mes écrits, qui est, je dirais, le thème sur lequel j'interviens déjà depuis de nombreuses années, puisque pour moi, on ne peut évaluer une compétence qu'en mettant l'élève, l'étudiant, dans une situation complexe et en voyant comment il se débrouille pour traiter cette situation complexe. À la fin du séminaire, le responsable de l'évaluation, là-bas à Pékin, en Chine, m'a dit, c'est très bien, monsieur Roguir, c'est vraiment intéressant, mais vous savez, nous, avec les millions d'étudiants qu'on a, on ne peut les évaluer qu'avec des QCM. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous sur la question comment évaluer des compétences à travers un QCM? Alors je lui ai dit, bien sûr, je suis très intéressé de collaborer et d'étudier cette question avec vous, mais j'avoue que je n'y croyais pas à l'époque. Je me disais, mais enfin, des QCM, tels que je les connais, ce sont des QCM de connaissances ou des QCM de savoir-faire, on ne peut pas évaluer une compétence avec un QCM. Et puis j'ai réfléchi. J'ai continué à voyager de par le monde. Vous savez que je circule un petit peu partout. Depuis 30 ans, je connais pas mal de systèmes éducatifs dans le monde. Et la question m'a été adressée encore à 2-3 endroits différents. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible, en explorant le maximum de zones de notre cerveau, par des questions QCM suffisamment variées pour couvrir un petit peu toutes les zones du cerveau et toute notre pensée, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible d'évaluer des compétences à travers un QCM? Et c'est là qu'a démarré cette recherche, qui est une recherche qui a été appuyée par la région wallonne, qui est tout à fait inédite, une recherche sur la question de la compétence et qui m'a amené à une prise de conscience vraiment interpellante. Je savais que nos questions d'évaluation étaient des questions imprécises, mais je n'avais pas d'idée jusqu'où des questions d'évaluation qu'on peut poser à des élèves sont imprécises. Et je vais vous en donner un exemple. En fait,
La plupart du temps, une question d'évaluation évalue tout autre chose que ce qu'on pense. Regardez ceci. Parmi ces 5 valeurs, laquelle est la plus importante pour vous? Responsabilité, persévérance, organisation, débrouillardise, imagination. On se dit, si la personne coche la case responsabilité, c'est qu'elle n'est peut-être pas responsable, mais qu'elle se sent responsable. Si elle coche la case persévérance, c'est qu'on peut dire qu'elle se croit persévérante. Eh bien, regardez ce que cette question évalue réellement. Celui ou celle qui a coché la case responsabilité répond à la question « Êtes-vous entreprenant ?» C'est une personne entreprenante. La personne qui a coché la case « Êtes-vous persévérance ?» Êtes-vous accueillant? Organisation, êtes-vous militant? Débrouillardise, êtes-vous contestataire? Celui ou celle qui a coché imagination répond à la question êtes-vous débrouillard? Et donc on trouve en réalité la qualité débrouillard en cochant une autre case que la case débrouillard. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Moi, en tout cas, j'avais du mal à l'imaginer. Mais quand on y réfléchit un petit peu, on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ce décalage entre ce qu'on croit évaluer et ce qu'on évalue réellement? Mais tout d'abord, c'est parce que la personne est obligée de donner une réponse, elle est obligée de choisir, même si rien ne lui convient vraiment, et parce qu'elle ne peut donner qu'une seule réponse. Et si elle hésite, elle doit trancher. Cet après-midi, lors de l'atelier, si certains veulent avoir une explication scientifique de ce fait-là, je l'expliquerai, mais je ne vais pas l'expliquer maintenant en plénière. Toujours est-il que les questions telles que le concepteur les pense sont une construction théorique, une construction subjective. Les répondants reconstruisent empiriquement ces questions. Ils les transforment statistiquement en une structure équilibrée, prenant en compte l'ensemble des possibles. Et donc, quand le répondant voit comme ça 5 possibilités de réponse, il réorganise tout ça dans son cerveau en une structure équilibrée. Et quand je dis équilibrée, c'est en une structure dans laquelle il y a 5 pôles qui sont équidistants l'un de l'autre. Et donc, cette reconstruction est tellement complexe, et d'ailleurs elle dépend de tout un chacun, qu'il est rigoureusement impossible pour le créateur de test d'anticiper cette reconstruction. C'est trop pour le cerveau humain, et on ne connaît pas la distance entre 2 qualités, par exemple entre responsabilité et imagination. Est-ce que responsabilité est plus proche d'imagination ou est-ce que responsabilité est plus proche d'organisation? Quelle est la distance entre 2 qualités? Il y a des qualités qui sont proches. Être persuasif et convaincant, c'est très proche. Être subtil et intuitif, c'est proche. Il y en a d'autres qui sont plus éloignés. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de la distance qui existe entre 2 qualités? Or, si on ne connaît pas cette distance, il est rigoureusement impossible de mettre au point un test QCM de manière scientifique. Et donc ceux qui font passer des tests, des examens, ne peuvent à l'heure actuelle que travailler avec des estimations assez grossières. Une exception à cela, je viens d'en parler, qui pour moi reste une valeur sûre en éducation, notamment dans l'évaluation des compétences,
Ce sont les situations complexes qui restent de très loin la valeur la plus sûre en évaluation parce qu'on sait exactement ce qu'on mesure. Mais quand vous posez n'importe quelle autre question, même si vous avez mis 3 mois pour pondre vos questions d'examen pour vos étudiants, vos élèves, sachez que vous êtes d'office à côté de la plaque. Excusez-moi. Vous mesurez des choses, mais vous ne maîtrisez pas exactement ce que vous mesurez. Et certains vont même jusqu'à attribuer des demi-points, des quarts de points. C'est un petit peu attribuer des demi-points et des quarts de points, c'est un petit peu comme si vous cherchiez une rue alors que vous êtes dans la mauvaise ville. Et donc, se poser la question, qu'est-ce que je veux évaluer chez mes élèves, chez mes étudiants? Et quel test est-ce que je vais choisir pour évaluer ce que je prétends vouloir évaluer? Eh bien, une seule valeur sûre, les situations complexes, les situations d'intégration. On pourra en redire un mot dans les ateliers de cet après-midi également. Sauf que, avec la recherche que je suis en train de vous présenter, on a maintenant d'autres possibilités qui s'ouvrent pour évaluer les compétences des étudiants. En effet, ce beau dispositif des situations complexes est assez consommateur en temps et en énergie. Ceux qui l'ont expérimenté, et vous êtes sûrement en formation professionnelle, vous êtes sûrement nombreux à le pratiquer, hein, des situations complexes, eh bien ça prend du temps. Demander à un élève de construire je ne sais pas, de faire une petite maçonnerie pour montrer sa compétence en maçonnerie, ou de coudre une robe pour montrer sa compétence en stylisme, eh bien ça prend un certain temps. Et en plus, il est tributaire de l'échantillonnage des ressources. On doit faire des choix, en choisissant une situation complexe, on doit faire des choix de contenu et on ne peut pas évaluer l'ensemble des contenus. Hein, par exemple, pour coudre une robe, eh bien, on fait un choix de l'une ou l'autre matière, mais on ne peut pas évaluer la dextérité ou l'aptitude de l'étudiant à pouvoir traiter toutes les matières. Et donc, il demande souvent à être complété par un dispositif plus léger de type test objectif expert, notamment en recourant à des QCM. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on veut cibler un facteur précis, par exemple si on veut mesurer l'autonomie, si on veut mesurer la capacité d'abstraction, il est nécessaire pour les chercheurs et pour les concepteurs professionnels de tests de recourir à des faisceaux de questions qui, ensemble, essayent de cerner une qualité. Et c'est comme ça qu'on a, chez les créateurs de tests aujourd'hui, si vous voulez passer un test je ne sais pas, pour être recruté comme cadre dans une entreprise, eh bien, il y en a qui font passer des batteries de tests de 600 questions. Alors, pourquoi 600 questions? Mais c'est parce qu'ils ont besoin, pour une qualité, d'avoir un très grand nombre de questions, 30 ou 40 questions pour une seule qualité, un faisceau de questions, et qui, ensemble, donnent une image la plus précise possible de la qualité en question. Pourquoi? Parce que justement, ce travail de lien entre une question et une qualité n'a jamais été poussé jusqu'au bout. Pour ceux qui connaissent la grille de Cohen, qui mesure le stress et la résilience, eh bien, vous avez, pour mesurer le stress, vous avez, je pense, dans la grille de Cohen, il y a 15 questions différentes pour mesurer le stress. Et on vérifie la convergence des questions à l'aide de mesures comme l'alpha de Cronbach, pour ceux qui font un peu de statistiques. Depuis peu, il est possible d'évaluer très finement un grand nombre de facteurs cognitifs et émotionnels. Quand je dis un grand nombre, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, c'est
plusieurs centaines de facteurs cognitifs et émotionnels à l'aide de QCM experts appelés QCX. Pourquoi, comment, dans quelles limites? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le point de départ de la recherche, c'est la question « Qu'est-ce qui fait que nous sommes compétents ?» Qu'est-ce qui fait qu'avec les mêmes acquis, avec un niveau scolaire ou académique identique, une personne peut passer à l'action et pas l'autre? Comment se fait-il qu'une personne peut passer à l'action mieux qu'une autre? Prenez par exemple 2 étudiants en dernière année de médecine. Ils ont les mêmes notes, ils ont le même niveau académique, ils ont le même parcours. Et pourtant, quand vous leur présentez quand vous leur donnez un cas, vous leur présentez un dossier d'un patient et qui doivent faire un diagnostic, eh bien, il y en a qui font un très bon diagnostic et il y en a qui font un diagnostic tout à fait moyen, sinon médiocre. Qu'est-ce qui fait qu'avec les mêmes acquis, les mêmes capacités intellectuelles, certains arrivent à traiter une situation complexe et d'autres n'y arrivent pas ou y arrivent plus difficilement? Nous n'avons travaillé que sur les compétences à dominante cognitive. Exemple, rédiger un compte-rendu, résoudre un problème mathématique, effectuer un diagnostic médical, analyser un bilan financier, évaluer un projet, etc., etc. Les compétences à dominante cognitive. En explorant les facteurs cognitifs qui expliquent les compétences à dominante cognitive. Nous n'avons pas travaillé sur les compétences à dominante socio-affective, comme par exemple la compétence de pouvoir gérer une équipe de travail. Nous verrons tout à l'heure pourquoi nous n'avons pas pu, à l'heure d'aujourd'hui, explorer les compétences à dominante socio-affective. Nous n'avons pas travaillé non plus sur les compétences à dominante gestuelle, pour la même raison que pour les compétences à dominante socio-affective. Par contre, si au départ nous étions lancés sur des facteurs cognitifs qui expliquent les compétences à dominante cognitive, nous nous sommes très vite aperçus que les facteurs émotionnels jouaient un rôle important pour les compétences à dominante cognitive. Et donc, nous avons travaillé sur les compétences à dominante cognitive, mais à la fois avec des facteurs cognitifs et des facteurs émotionnels. C'est important de bien comprendre ça pour comprendre ce qui va suivre. Et donc voilà un exemple de compétences que nous avons traitées lors de notre recherche. Le dispositif de recherche, pour le moment, nous avons une base de données avec 14 500 étudiants ou d'élèves de 10 pays, sur 3 continents, 4 langues et jusqu'à 1500 indicateurs relevés chez chaque étudiant, chez chaque élève. Donc notre matériau de travail quotidien, c'est un grand tableau avec 14 500 lignes et 1500 colonnes, mais beaucoup plus, parce que il y a les 1500 indicateurs, plus tous nos facteurs, toutes nos hypothèses, etc., etc., etc. Un matériau énorme. Avec, je me trompe chaque fois, voilà, avec un double recueil d'informations, nous avons pour tous ces étudiants ou élèves, parce que nous avons à la fois des élèves de fin du primaire, début du secondaire, des élèves de fin du secondaire, des étudiants universitaires et des adultes. Donc dans ces 14 000, nous avons plusieurs tranches d'âge différentes. Un double recueil d'informations, d'une part une mesure externe de la compétence de la personne, ça veut dire par exemple que si nous avons travaillé avec 250 étudiants de médecine de dernière année au Burkina Faso, ces 250 étudiants en médecine ont reçu une étude de cas qui est
un dossier d'un patient par rapport auquel il devait faire un diagnostic, une étude de cas, un diagnostic à établir et la copie de chaque étudiant a été corrigée par 2 correcteurs indépendants, avec chaque fois 2 ou 3 critères sur lesquels ils s'étaient mis d'accord au départ. Si les notes des 2 correcteurs, l'écart entre les 2 notes était inférieur à 15%, on faisait la moyenne des 2 notes. Si l'écart était supérieur à 15%, on demandait aux correcteurs de refaire leur correction, mais en ne leur disant pas, évidemment, s'ils avaient mis une note trop basse ou trop élevée. Ce serait tricher. Et donc, leur demander de refaire la correction sans leur dire, en disant, voilà, il y a un écart important, refaites votre correction. Si l'écart se maintenait encore, on fait appel à un 3e correcteur. Et si l'écart se maintient toujours, on enlève cette personne de la base de données, puisqu'il n'y a pas d'accord sur le niveau de compétence. Et à côté de cette compétence, nous avons construit toute une série de questions QCM, comme je vous disais tout à l'heure, qui essayent d'aller rechercher dans toutes les zones du cerveau. On a à la fois des questions de type littéraire, des questions de type logique, des questions de type mathématique, des questions de lecture, d'illustration, la plus grande variété possible de questions. Et donc vous avez ici les différents pays, Belgique francophone, Italie, France, Tunisie, Liban, Rwanda, Burundi, Burkina Faso, Bénin, Gabon. D'autres pays sont en train de faire partie d'un nouvel échantillon, mais c'était les 10 pays de départ. Quels sont les principaux résultats de cette recherche? Eh bien, le premier résultat, qui est un résultat fort important, c'est que la compétence dépend de 3 éléments. Elle dépend tout d'abord du potentiel cognitif de la personne. Est-ce que la personne a la capacité de comprendre, de comparer, d'analyser, de synthétiser, de hiérarchiser, etc. Le potentiel cognitif de la personne. Deuxièmement, elle dépend de ses qualités émotionnelles. Par exemple, quelqu'un qui est un petit peu accrocheur, vous le voyez dans les grands sportifs, hein, le mental, il a énormément d'importance. On est en train de plus en plus de mettre en évidence l'importance du mental dans une performance sportive. Eh bien, c'est la même chose dans les compétences de type cognitive. Quelqu'un qui va se montrer accrocheur, par exemple, hein, va être quelqu'un qui va être plus compétent que quelqu'un d'autre. Les qualités émotionnelles. Et troisièmement, ses acquis, c'est-à-dire les savoirs et les savoir-faire dans la discipline ou dans le secteur professionnel, par exemple, concerné. Donc des savoirs et des savoir-faire en électricité, en maintenance, en stylisme de mode, en tourisme, etc. Et globalement, le poids de chacun de ces éléments est équivalent. Même pour une compétence cognitive, le poids de l'émotionnel est aussi important que le poids du cognitif. Est-ce que ce n'est pas incroyable de découvrir ça aujourd'hui? Notez que depuis quelques années, on s'en doute, en tout cas les pédagogues s'en doutent un petit peu. Mais voilà, ici, c'est quelque chose qui est prouvé de manière empirique, hein, que le poids de l'émotionnel est aussi important que le poids du cognitif. Et dans certaines disciplines, le poids de l'émotionnel est même supérieur. Par exemple, en mathématiques, le poids de l'émotionnel est supérieur au poids du cognitif. Le poids de l'émotionnel est supérieur au poids du cognitif. Deuxième résultat. Comme je vous le disais tout à l'heure, un ensemble de très nombreux facteurs cognitifs et émotionnels
ainsi que les questions qui les mesurent précisément. Parce que c'est facile d'aligner des listes d'émotions, tout le monde sait le faire. Hein? Mais ici, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons pour telle émotion exactement les questions qui permettent de mesurer cette émotion. Et donc c'est la base du QCX, questionnaire QCM expert, mais aussi le scanner de questionnaire. Le QCX peut agir comme un scanner pour déterminer pour n'importe quel questionnaire d'évaluation, n'importe quel test, n'importe quel examen, pour déterminer ce que vous mesurez exactement avec votre liste de questions d'examen. Exemple de feedback, ben voilà, par exemple, sur le plan cognitif, eh bien, traitement déductif, décision logique, décodage d'un contexte, information en réseau, lecture globale, traiter l'implicite, vision prospective, comprendre pour agir, dégager l'essentiel. Bon, ce ne sont que 8 facteurs parmi un vaste ensemble de facteurs et en fonction de ce qui est recherché. Avec des pistes pour progresser, puisqu'une fois qu'on a fait un diagnostic des forces et des faiblesses d'un élève, on peut dire, voilà, pour progresser, eh bien, tu dois, par exemple, apprendre à dégager la structure d'un ensemble complexe d'informations et en faire une représentation visuelle au choix, schéma, tableau, diagramme, arbre, illustration. Voilà. Et pour tel élève de la classe, hein, pour ces 5 élèves-là, c'est ce qu'ils doivent travailler en priorité. Parce que sinon, ça les bloque pour développer la compétence. On a identifié pour chaque élève, quels sont les points de blocage principaux. Même chose sur le plan émotionnel. Voilà, par exemple, est-ce que la personne est engagée, entreprenante, confiante, ouverte, autonome, sécurisante, énergique, etc. De nouveau, ce sont des exemples parmi d'autres. Les utilisateurs se retrouvent à plus de 90% dans les conclusions d'un QCX. Je suis en Suisse, donc je peux dire 90. Et alors, nous avons travaillé avec des graphologues qui confirment les conclusions des QCX. Troisième résultat, une connaissance assez précise des spécificités en matière de compétences entre la femme et l'homme. Est-ce que l'homme est plus compétent que la femme est plus compétente que l'homme, ou est-ce que c'est la même chose, d'après vous? C'est différent. Mais globalement, est-ce qu'on peut dire que l'homme est plus compétent que la femme, ou l'inverse? Eh bien, messieurs, sachez que les femmes ont un avantage de 4% et demi sur les hommes en matière de compétences. 4% et demi. Dans les limites de l'échantillon actuel, mais enfin, cet échantillon est déjà assez large, comme vous avez pu vous en rendre compte. Est-ce que cette différence, d'après vous, est liée au potentiel cognitif de la femme? Absolument pas. Il y a des différences dans le profil cognitif de l'homme et de la femme. Par exemple, la femme a une beaucoup plus grande capacité d'abstraction que l'homme. Par contre, l'homme a une beaucoup plus grande capacité que la femme à pouvoir traiter des données numériques en grand nombre. Donc il y a des plus et des moins, mais globalement, on ne peut pas affirmer que la femme ait un potentiel cognitif supérieur à celui de l'homme. Est-ce que la femme a un potentiel émotionnel supérieur à celui de l'homme? Oui? Eh bien, on ne peut pas affirmer que la femme ait un potentiel émotionnel supérieur à celui de l'homme. De nouveau, il y a des plus et des moins entre l'homme et la femme, mais on ne peut pas, rien ne permet d'affirmer que le potentiel émotionnel de la femme est plus riche que celui de l'homme. D'où vient alors cet écart de 4% et demi? Eh bien,
cet écart vient du fait que chez nous les hommes, nous avons tendance à cloisonner le cognitif d'une part et l'émotionnel d'autre part. Tandis que la femme a une capacité beaucoup plus importante d'articuler le cognitif et l'émotionnel. Et c'est ça qui fait sa force. Bien sûr, c'est une différence moyenne, une différence statistique. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont plus compétentes que tous les hommes, loin de là. Mais elles ont ce petit plus du fait d'une caractéristique qu'on dit souvent d'une femme, elle est davantage multitâche qu'un homme. Hein? Maintenant, on pourrait faire appel à des spécialistes pour déterminer d'où ça vient, culturellement, biologiquement, etc. Hein? Mon rôle, je suis pédagogue, et j'ai des tas d'explications à demander à des collègues qui soient anthropologues, sociologues, psychologues, etc. Mais je ne suis pas compétent pour donner les explications. Des différences géographiques et culturelles, des différences par tranche d'âge. Par exemple, en termes de différences géographiques et culturelles, nous avons mis en évidence des proximités sur le plan cognitif, des proximités entre différents pays. Par exemple, un Belge a la même structure de pensée que l'Italien, et c'est l'Italie du Sud, c'est même pas l'Italie du Nord, c'est l'Italie du Sud, c'est un échantillon à Cosenza. Et donc, ont tendance à faire appel aux mêmes mécanismes de pensée. De même que le Burkina Faso, qui est assez proche, le Liban, le Burundi, tous ces pays font appel à des mécanismes de pensée qui sont très, très similaires. Par contre, si vous voyez la Tunisie d'une part ou le Bénin d'autre part, eh bien ce sont des mécanismes de pensée qui sont très différents. Et ça, pour moi, ça a été une découverte, parce que moi qui voyage beaucoup en Afrique, j'avais tendance à dire, mais il y a une communauté de pensée en Afrique. Un Béninois, le Bénin, qui se trouve tout près du Burkina Faso, eh bien non, il y a des mécanismes de pensée qui sont vraiment très différents entre ces deux pays. Alors que les Burkinabés sont très proches, par exemple, de la Belgique, de l'Italie, du Liban. Nous, Belges, nous subodorons un petit peu ça, parce que quand nous allons au Burkina Faso, on se sent tout de suite comme chez nous. On ne sait pas l'expliquer, mais on se sent comme chez nous. On se fait tout de suite comprendre des Burkinabés, et eux nous comprennent tout de suite. Ce qui n'est pas le cas nécessairement dans tous les pays. Sur le plan émotionnel, on retrouve cette même proximité, ici entre la Belgique, l'Italie, le Burkina Faso et le Gabon qui n'était pas présent, pour lequel nous n'avons pas assez de données sur le plan cognitif. Et alors, très curieusement, le Liban qui se retrouve au milieu ici, sur le plan émotionnel, et ça c'est probablement lié à la triple influence du Liban qu'il a eu d'une influence à la fois francophone, anglo-saxonne et l'influence arabe. En termes de tranche d'âge, il y a des fortes différences aussi. Prenez un exemple, je vous ai dit, il y a des questions QCM sur la base d'illustrations. Voilà un exemple de question QCM sur la base d'illustration. Un écureuil, une autruche, un cheval, une tortue, un éléphant. Coche l'animal que tu préfères. L'enfant va répondre en y mettant ses émotions et en y mettant ce qu'il perçoit instinctivement, ce qu'il ressent dans son ventre. C'est ce qu'on appelle le gut feeling. On en parle de plus en plus en pédagogie, en sciences de l'éducation. Tandis que l'adulte va y mêler davantage de cognitif, issu de ce qu'il connaît de l'animal. Il va dire « Ah, l'autruche, ça c'est enfouir sa tête sous le sable. Moi je ne suis pas comme ça, donc je ne coche pas l'autruche. » Alors qu'il va en même temps peut-être trouver que l'autruche est élégante, mais c'est la réflexion à propos de l'animal qui va prendre le dessus sur l'instinct. Et donc une même question peut contribuer à évaluer des qualités ou des capacités différentes.
Et c'est là une limite importante de toutes ces épreuves standardisées internationales qui visent à on dit standardisées internationales. Et donc, nous avons mis en évidence qu'une question ne peut pas mesurer la même chose dans une culture ou dans une autre. Or, c'est la même grille de correction qui est utilisée, quel que soit le pays dans lequel ces épreuves standardisées internationales sont passées. Et donc là, il y a vraiment matière à réflexion et matière à évolution de la part des épreuves standardisées internationales. Parce que, telles qu'elles sont rédigées, elles sont génératrices d'injustice. Quatrième résultat, lorsque nous avons commencé cette recherche, mes collègues à l'UCL me disaient, tu sais Xavier, si tu arrives à expliquer 40% de la variance d'une compétence, ce serait déjà énorme. 40%, ça veut dire qu'il y a 40% de recouvrement entre la compétence et le test qui prétend mesurer la même compétence. Eh bien, nous sommes arrivés aujourd'hui à expliquer entre 60 et 70% de la variance. Ça veut dire que nous avons des nuages de points, vous voyez, des nuages de points qui ont vraiment une direction et qui sont suffisamment groupés pour pouvoir dire qu'il y a véritablement une courbe de régression qui explique l'évolution de la compétence. L'allure, pour ceux qui ont fait un petit peu de mathématiques, l'allure du développement d'une compétence suit une courbe du 3e degré. La compétence, au départ, démarre lentement, puis ça s'accélère, et à un moment donné, il y a ce point qu'on appelle point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point où la courbure change de signe. Et c'est là le véritable, le moment où la compétence s'installe véritablement. Eh bien, nous pouvons identifier les élèves qui se trouvent juste avant ce point d'inflexion et identifier ce qui leur manque pour passer dans la partie droite de la courbe. Et ça, nous pouvons le faire globalement pour une compétence, mais nous pouvons le faire pour n'importe quel facteur. Quelqu'un, la capacité d'abstraction, par exemple, l'autonomie, nous pouvons dire exactement où un élève se trouve par rapport à ce point d'inflexion. 5e résultat, la différenciation des facteurs d'intelligence et des facteurs de compétence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a 100 facteurs cognitifs nécessaires pour installer la compétence, l'école ne développe aujourd'hui que 40% de ces facteurs. Il y a des facteurs cognitifs aujourd'hui qui sont inconnus au bataillon, à l'école, qui ne sont pas travaillés. Par exemple de facteurs cognitifs qui jouent un très grand rôle dans une compétence, c'est d'identifier l'enjeu caché d'un message. Identifier l'enjeu caché d'un message, oral ou écrit. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui sont sensibilisés à travailler avec leurs élèves le fait de dégager l'enjeu caché d'un message? Autre exemple, apprendre à travailler sur une discontinuité dans la présentation de données numériques. Il y a des données numériques qui sont présentées, mais il y a une discontinuité dans la manière de présenter ces données numériques. Ben voilà encore un facteur qui est très important pour pouvoir être compétent. Et peu d'enseignants
sont éveillés à pouvoir développer ce type de capacité. Et alors, l'identification du moment où chaque facteur joue un rôle dans le développement de la compétence, comme je le disais tout à l'heure, qui ouvre à des pistes de remédiation très ciblées. Résultat 6, ça paraît un peu prétentieux d'annoncer ça comme ça, mais c'est un fait. Nous avons découvert comment est structurée la pensée humaine. Nous avons, évidemment, dans les limites de l'échantillon, nous devons compléter encore notre échantillon par un échantillon chinois qui est en route, des échantillons en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Bon, il y a encore des échantillons qui doivent venir, mais en tout cas, dans l'échantillon, nous avons pu reconstituer la structure de la pensée humaine en 23 dimensions de l'espace. Et notamment, ça c'était un grand moment d'émotion, parce que la première question que le chercheur se pose, c'est s'il fallait diviser l'humanité en deux en termes cognitifs, quel est le facteur cognitif qui ressortirait en premier lieu? Eh bien, ce qui ressort, c'est le facteur cognitif de la pensée inductive. La pensée inductive, c'est pouvoir donner du sens aux choses. C'est pouvoir faire 1 + 1 = 3. Donner du sens aux choses. Deuxième facteur, qu'est-ce que nous avons trouvé? Je vous le donne en 1000. C'est la pensée déductive. La pensée déductive. Deuxième facteur. Ça, c'est pouvoir faire 2 = 1 + 1. C'est pouvoir mener ce qu'on appelle une opération d'analyse. Alors que la pensée inductive, c'est pouvoir mener une opération de synthèse. Or, sur quoi repose la philosophie depuis des centaines et des centaines d'années, sinon des millénaires? Eh bien, la philosophie repose sur la base de la philosophie, c'est induction-déduction. Donc nous avons prouvé empiriquement que la base de la philosophie, depuis la nuit des temps, eh bien, l'intuition de l'homme, elle était bonne. Nous l'avons démontré empiriquement. Le troisième axe sur le plan cognitif, c'est l'axe de l'abstraction. Le quatrième axe, et je vais me limiter à ça, c'est la capacité de pouvoir relier une tâche à un objectif externe, etc. Et donc, nous avons même pu reconstituer les différentes couches qui tapissent notre cerveau et voir quelles sont les couches les plus externes et donc sur lesquelles, en tant que pédagogue, nous avons une action avec nos élèves, avec nos étudiants, et des couches beaucoup plus profondes sur lesquelles il est beaucoup plus difficile d'agir. Nous avons par exemple trouvé dans les couches les plus profondes, nous avons trouvé l'esprit logique. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit logique, par exemple, pour pouvoir traiter correctement le connecteur de l'implication, si alors, eh bien c'est très difficile de remédier à ce type de difficulté. Nous avons trouvé aussi dans les couches les plus profondes, nous avons trouvé le bon sens. Quand quelqu'un n'a pas de bon sens, eh bien c'est difficile de lui faire acquérir du bon sens. C'est triste à dire, je ne veux pas du tout être déterministe en disant ça, c'est objectivement des résultats de recherche. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile. Par contre, travailler sur l'abstraction, sur la déduction, etc., c'est quelque chose qui peut se travailler. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile que de travailler sur le bon sens ou de travailler sur l'esprit logique.
nous avons également pu mettre en évidence la structuration de nos émotions. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce test qui s'appelle le MBTI. Ce test, le MBTI, travaille sur combien de dimensions? 4 dimensions. Nous avons modélisé les émotions sur 22 dimensions. Sur 22 dimensions de l'espace. Et donc, je peux affirmer aujourd'hui que nous connaissons toutes les distances entre 2 émotions, du moins des nombreuses émotions que nous avons pu traiter jusqu'à présent, parce que nous n'avons pas encore découvert la clé de toutes les émotions. Il y en a quelques-unes qui nous manquent encore. Mais nous en avons quand même un très très grand nombre. Et donc, vous aurez compris que les applications d'EQCX sont des applications très nombreuses. Parce qu'à partir du moment où on dispose de cet outil, de tous ces facteurs, avec les questions qui les mesurent de manière précise, eh bien, on peut envisager d'une toute autre manière le recrutement. Avec mon équipe, nous sommes en train de travailler sur des outils, des nouveaux outils pour le recrutement d'un collaborateur en entreprise, avec des questionnaires beaucoup plus légers. Déjà, avec 14-15 questions, on peut dresser le profil cognitif et le profil émotionnel d'une personne. 14-15 questions. On parlait de 600 tout à l'heure. Et ce n'est pas un seul facteur avec les 14-15 questions. C'est plusieurs facteurs. En matière d'orientation, orientation scolaire, orientation professionnelle, on peut dire, en posant un ensemble de questions, un ensemble raisonnable de questions, 30 ou 40 questions, ça prend à peu près une demi-heure pour y répondre. On peut dire, mais voilà, toi, tu as telle caractéristique, tu aurais intérêt à penser à telle filière pour l'orientation. Pour l'évaluation, que ce soit l'évaluation des personnes, par exemple l'évaluation en entreprise ou l'évaluation des enseignants, etc., eh bien, ce sont des outils objectifs pour pouvoir évaluer où une personne en est sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel. En termes de remédiation, j'en ai parlé tout à l'heure, nous travaillons actuellement à développer aussi un logiciel scientifique qui permet de prévenir le burn-out des jeunes, qui devient un problème vraiment très... Parce que, avec notre outil, nous avons déterminé quels sont les 4 ou 5 facteurs cognitifs, les facteurs de risque sur le plan cognitif pour le burn-out, les quelques facteurs de risque émotionnels sur le burn-out. Nous pouvons mesurer des conséquences du burn-out et donc nous pouvons déterminer quand une personne est en burn-out ou quand elle risque de l'être et de dire sur quel facteur elle doit travailler pour couper ce processus de burn-out. Donc ce sont des outils assez puissants que nous avons. Bon, c'est le tout début des applications, puisque nous sortons à peine de notre laboratoire de recherche. Nous sommes au tout début des applications, donc il commence à y avoir des marques d'intérêt diverses, mais comme toute recherche, ça met toujours un peu de temps à démarrer, parce que le fait de se dire, mais Xavier Rougirs, il prétend qu'il a découvert comment se structurent les émotions, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on personne ne l'a trouvé jusqu'à présent, etc. Voilà, et pourtant c'est vrai. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est une découverte, et je ne le cherchais, avec mon équipe, nous ne le cherchions pas au départ. Nous cherchions à savoir ce qui fait que quelqu'un est compétent. Mais nous avons tellement creusé les facteurs cognitifs, les facteurs émotionnels,
mais que nous avons mis à jour voilà, toute cette merveille de la pensée humaine et des émotions humaines. Et alors, j'aime bien aussi de présenter cette nouvelle approche de l'évaluation scolaire, telle que je la vois dans l'avenir. Pour moi, le cœur de l'évaluation scolaire devrait toujours rester quelques situations complexes à faire traiter par l'élève ou par l'étudiant. Pas des situations complexes en très grand nombre, mais quelques situations complexes, 2, 3, 4 situations complexes bien choisies, et si possible interdisciplinaires. À côté de ces situations complexes, un QCX cognitif unique pour toutes les disciplines, pour voir quelles sont les forces et les faiblesses de chaque élève, chaque étudiant en termes cognitifs. Éventuellement un QCX émotionnel unique pour les écoles qui y sont prêtes, parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre au grand jour certaines mesures de certaines émotions. On doit prendre des précautions, on doit voir comment s'y prendre, mais il y a quelques écoles pilotes qui sont en train de le faire et de voir comment, en déterminant les forces, les faiblesses des élèves sur le plan cognitif et émotionnel, comment les aider à pouvoir progresser, mais sur des bases, cette fois-ci des bases scientifiques. Et alors, des QCM sur les savoirs et les savoir-faire disciplinaires, puisque je vous ai dit qu'il y avait 3 catégories d'éléments qui entraient en ligne de compte pour la compétence, qui étaient le potentiel cognitif, le potentiel émotionnel, et les savoirs et les savoir-faire dans la discipline. Si vous y regardez bien, ça devrait simplifier très considérablement les dispositifs d'évaluation dans les instituts de formation, notamment les instituts de formation professionnelle. Alors, est-ce que c'est pour dans 5 ans? Est-ce que c'est pour dans 10 ans? Est-ce que c'est pour dans 20 ans? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, cette recherche ouvre aussi des perspectives concrètes en matière d'évaluation des acquis des élèves. Tous ces résultats de recherche ont été publiés déjà dans un ouvrage qui est intitulé chez Peter Lang, qui est intitulé « De la connaissance à la compétence ». Et c'est un ouvrage, sachez-le aussi, qui a été déjà traduit en anglais, qui est publié aussi chez Peter Lang en anglais. Et donc pour essayer d'ouvrir au maximum à ceux qui ne maîtrisent pas le français. Voilà, je vais en rester là. J'espère que je n'ai pas trop débordé sur le temps qui m'avait été alloué. Mais s'il y a l'une ou l'autre question, je serai heureux d'y répondre. Voilà, merci pour votre attention en tout cas. Voilà. Merci Xavier Rouguios. Il y a quelques questions, enfin une question qui est arrivée via la plateforme fomap.live. La question est de savoir si les données récoltées seront utilisées pour d'autres études. Mais bien sûr que, bon, par exemple, j'ai des tas d'étudiants qui travaillent avec moi sur des mémoires, sur des thèses de doctorat, et qui explorent différentes thématiques. Par exemple, il y a 2 étudiants qui ont présenté un mémoire sur la violence en milieu scolaire. Et donc, ils ont d'une part relevé des indicateurs de violence chez les élèves, notamment des notes des surveillants, des enseignants, etc. Et ils ont essayé d'expliquer cette violence par des facteurs de type émotionnel. Eh bien, ils ont mis des choses en évidence, des choses auxquelles on ne pensait pas du tout.
Par exemple, ils ont mis en évidence que la violence chez nous, je dis en Belgique, peut-être qu'en Suisse il n'y a pas de violence, hein, je ne sais pas, la violence en Belgique, elle naît en Belgique chez des élèves qui sont nés en Belgique et pas des élèves qui sont nés en Tunisie ou au Maroc. Et donc, ça c'est scientifiquement, c'est aussi quelque chose dont on se doute depuis un certain temps, mais c'est dans nos pays que se génèrent les mécanismes de violence et pas dans les pays d'où certains types de populations proviennent. Autre résultat, c'est qu'ils ont notamment dans les différentes variables qu'ils ont analysées, ils ont analysé l'absentéisme. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé comme première caractéristique émotionnelle des élèves, le retard, le retard, les élèves qui arrivent en retard au cours. Quel est le premier facteur émotionnel qui émerge pour expliquer le retard des élèves? Je vous le donne en 1000. Ce sont des élèves qui sont généreux. Ceux qui arrivent en retard, ils sont généreux. Ça veut dire qu'ils s'occupent d'un petit frère, d'une petite sœur, et qu'ils arrivent en retard parce qu'ils ont dû s'occuper du petit frère ou de la petite sœur. Mais ça renverse complètement certaines manières de voir les choses, d'utiliser ces outils-là. Et ça permet d'avoir un regard décalé et objectif au lieu de se limiter à nos jugements qui sont parfois des jugements éhontés. Je n'ai pas peur de le dire. Merci. S'il y a d'autres questions, je vous passe volontiers le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Peut-être qu'il y aura des questions. Ah. Oui, j'ai une petite question concernant ce qui m'a un peu bouleversée, c'est vos 23 dimensions. Voilà, donc la question est la suivante. Est-ce que par rapport à ce qu'a dit Jordan, qu'il n'y avait pas de zone de l'apprendre parce que c'est quelque chose d'émergent, finalement, vous êtes en train de démontrer que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas un neurocognitiviste. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, je ne sais pas si ça se traduit en zone, etc. Ce que j'ai dit, c'est que la pensée est tellement complexe qu'elle peut s'expliquer, elle ne peut s'expliquer que par au moins 23 dimensions. Et probablement qu'il en existe encore d'autres que nous n'avons pas découvertes. Nous en avons mis à jour 23. Notre base de données aujourd'hui nous permet d'en mettre à jour 23. D'accord, oui. 23 dimensions qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Hein. Donc il faut voir un système d'axes, un système de 23 axes dont chaque dimension est indépendante des autres. D'ailleurs, je vous disais que pour les émotions, il y a 22 dimensions. Hein. Eh bien, sachez que dans ces 22 dimensions, jusqu'à présent, nous n'avons pu en nommer que 20 sur les 22. Il y en a 2 qui nous résistent encore, nous n'arrivons pas encore vraiment à dire ce que sont ces dimensions. On va le faire, hein, et plus la base de données se développe, et plus on a les outils pour le faire. Mais ne croyez pas que tout ça se fait d'un coup de cuillère à peau. Ça demande vous imaginez, ça demande des milliers, des milliers d'heures de travail, hein, parfois sur une même question. Parce que pour pouvoir identifier toutes les émotions, qu'est-ce que nous avons au départ? Nous avons un énorme tableau avec des coefficients de corrélation. Nous savons qu'il y a, par exemple, 200 facteurs. Donc nous avons un tableau de 200 sur 200 avec les coefficients de corrélation entre tous ces facteurs.
Et maintenant, nous devons mettre des étiquettes. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est. Parce qu'on se dit, supposons que le facteur 1, F1, ce soit responsable. Alors, que pourrait être le facteur 2? Si le facteur 2, c'est autonome, que pourrait être le facteur 3? Et puis on se rend compte au facteur 7 que c'est impossible. On revient au facteur 2, c'était peut-être pas autonome, c'était peut-être réfléchi. Puis on réessaye. On arrive à une impasse. Et puis on se dit, mais déjà le premier qu'on avait posé responsable, c'était pas le bon, il faut recommencer. Je ne sais pas si vous imaginez, mais une matrice de 200 sur 200, ça fait combien de cases? 200 fois 200? 40 000? D'accord? 40 000. Si on divise par 2, parce qu'il y a la diagonale, ça fait 20 000. Eh bien, nous sommes revenus sur 20 000 indicateurs à 12 reprises différentes. Nous avons balayé les 20 000 indicateurs à 12 reprises différentes. Et donc, voilà, c'est pas en une soirée qu'on peut faire ça. J'ai beaucoup apprécié entendre aujourd'hui la relation entre la question des émotions et la question du rationnel. Et j'ai comme idée que l'école travaille essentiellement sur la question du rationnel et très peu sur les aspects émotionnels. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous suggérer que nous pourrions déjà mettre en place pour augmenter la part de la prise en compte de l'émotion dans les actes d'évaluation? Mais je dirais deux choses. Tout d'abord, quand on dit la pensée, ce n'est pas seulement la pensée rationnelle. La pensée, regardez le premier axe, qui est de donner du sens. Donner du sens à quelque chose, moi je ne qualifie pas ça de rationnel. Il y a une part d'irrationnel là-dedans. L'intuition fait partie de la pensée. Ça peut se discuter, mais voilà. Et donc, la pensée n'est pas nécessaire, ne se limite pas pour moi au rationnel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en classe par rapport aux émotions? Je dirais, d'abord et avant tout, essayer de se débarrasser des jugements et des stéréotypes. Essayer de se débarrasser de cette vision que l'on a des émotions en termes de un élève est bien sur le plan émotionnel s'il respecte les consignes que je lui dis, s'il est sympa avec son prof, s'il écoute bien en classe, etc. Essayez d'aller plus loin que ce type de jugement au premier degré. Essayez de voir essayez de détecter, tiens, quels sont les élèves qui sont autonomes. Peut-être que tel élève, il me pose 3 questions et il m'emmerde à chaque cours en me posant 3 questions impertinentes. Mais peut-être essayer de voir en lui quelqu'un justement qui essaye de développer une pensée autonome. Essayez de voir l'élève qui est peut-être brouillon, etc., mais qui est un élève créatif. Donc essayez de se débarrasser un peu de tous ces stéréotypes. Enfin, je ne sais pas si vous les connaissez ici en Suisse, mais en Belgique, on en connaît beaucoup de stéréotypes relatifs à des jugements qu'on pose à l'emporte-pièce de certains élèves. Alors, une découverte aussi mais ça j'imagine que vous l'avez faite aussi, c'est que quand on raisonne en termes de compétences, on a une toute autre image de ce qu'est un bon élève par rapport à une réflexion de type scolaire. Un bon élève scolaire n'est pas nécessairement un élève compétent et vice-versa. Donc c'est toute cette image-là, je pense, qui devrait progressivement évoluer. En fait, c'est essayer de voir l'élève tel qu'il est, avec sa personnalité telle qu'il est, et ne pas le voir à travers ce que moi, en tant qu'enseignant, je voudrais qu'il soit, parce que je me suis forgé une image de l'élève parfait, de l'élève modèle. C'est un petit peu ça. C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, parce que ça me paraît très important.
Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres questions qui viendront pour l'après-midi. N'hésitez pas en tout cas, et n'hésitez pas à être critique par rapport à la démarche, il faut y aller. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à recevoir des vérités toutes faites comme ça, sur Internet, on vous déroule des vérités. Non. Ce qui est pour moi le plus important à l'école, c'est de développer cette pensée critique chez les élèves et de les amener à ne rien accepter comme acquis tant qu'on n'a pas posé un questionnement à ce propos. Hein, c'est toute la démarche de problématisation, mais vous allez en parler d'ailleurs dans la suite du forum. Tout à fait. Donc, on pourrait continuer donc à mettre vos questions ou à réagir sur les questions les uns des autres sur l'application. Je transmettrai évidemment aussi à Xavier Huguias les commentaires ou les réflexions qui auront été menées. Ça permet d'alimenter et puis peut-être qu'avec un peu de distance aussi, on transforme ce qu'on a pu entendre dans le cadre de la conférence. Je vous remercie pour cette conférence. Le document de présentation sera disponible aussi sur la plateforme. Comme vous en aurez les informations, enfin vous saurez exactement où le retrouver, c'est ce que je voulais dire. Il est le temps pour nous de prendre un café dans l'espace de café qui se trouve juste derrière. Et puis nous accueillerons donc Carole Alain pour la deuxième conférence du matin. Merci.